Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ce webinaire d'actualité organisé par l'Institut de haute finance, l'IFI, et par l'Institut français de gestion. Je suis Jean Alessandri, donc directeur des programmes à l'IFG. Et nous allons avoir aujourd'hui comme webinaire d'actualité une conférence très importante sur la crise ukrainienne et notamment, bien sûr, les impacts financiers de cette crise. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux, il y a plus de 1000 inscrits sur ce webinaire d'actualité. Je vous en remercie. Très nombreux à être venus pour écouter Philippe de Sertine, professeur d'économie, conférencier et directeur de l'Institut de haute finance. Bon, Philippe, je te laisse la parole pour cette conférence sur l'Ukraine et les tensions financières. Alors bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment désolé et je pense qu'évidemment on va avoir un tout petit problème de timing, donc je pense qu'il faudra reprogrammer peut-être une conférence complémentaire par rapport à cette problématique qui est une problématique évidemment passionnante. Alors pour aller tout de suite droit au but, je vous dirais donc que lorsque l'on regarde la problématique posée par la guerre en Ukraine, évidemment, nous dépassons ce qui est bien sûr la première préoccupation, on va dire, de tous les États, de tous les décideurs mondiaux, c'est-à-dire la souffrance de populations civiles, les souffrances liées à la guerre que, bien entendu, on ne peut pas mettre au second plan. C'est l'élément premier et c'est la question absolument majeure qui se pose à l'ensemble de la communauté internationale. Donc, je crois qu'évidemment, c'est très, très important de commencer par cela. Alors, ensuite, évidemment, lorsque on regarde ce qui se passe et on voit à quel point d'ailleurs cette dimension a été prise en compte par les différentes parties, se pose la question économique. La question économique est très clairement un des ressorts que voulait utiliser, on va dire, l'agresseur russe. La question économique est aussi la réponse qu'ont voulu souhaiter les alliés occidentaux de l'Ukraine. Donc, parler d'économie lorsque l'on parle de l'Ukraine, même si ça doit intervenir au second plan, n'est évidemment pas complètement quelque chose d'anormal et d'absurde dans la mesure où l'économie est en réalité au cœur de la manière dont le conflit va se mettre en œuvre. Alors, si on évoque les conséquences économiques, ou en tout cas les circonstances économiques modifiées du fait de cette problématique, je dirais, de la guerre, de cette guerre en Ukraine, je pense qu'évidemment, l'élément absolument primordial est la question de l'inflation. Qui dit inflation dit problématique de remontée des taux. Qui dit problématique de remontée des taux dit problématique autour de l'industrie financière. Éventuellement, baisse de la croissance. Les chiffres de la croissance ont été révisés par le Fonds monétaire international il y a 2 jours et la révision sur la croissance est assez forte. Et nous sommes encore dans... Et puis, bien sûr, ultérieurement peut-être, justement, et j'ai vu que parmi les questions, puisque pendant que je ne parvenais pas à me connecter, j'ai pu quand même lire un certain nombre de questions, que se posent les questions des alternatives, ou en tout cas des types de réactions que l'on peut avoir dans des circonstances pareilles, c'est-à-dire dans des circonstances d'inflation durable, de remontée des taux dans une industrie financière qui était jusque-là, et pendant de nombreuses années, une industrie financière fondée sur des taux bas durables, ce qui n'est plus le cas, et évidemment aussi avec ces circonstances tout à fait particulières qu'a créé la guerre, et donc la réflexion obligatoire pour regarder comment éventuellement doivent être envisagés, on va dire, les différents types de positionnement financier pour la suite. Alors, peut-être si on regarde rapidement, je dirais, les 3 aspects, les 3 points. Le premier élément, l'inflation, donc qui est en fait l'élément qui, je dirais, est la base de la nouvelle approche que l'on peut avoir du point de vue, je dirais, de l'économie et de la finance mondiale. Inflation provoquée par l'augmentation, d'une part, des matières premières énergétiques, on va dire évidemment le gaz, évidemment le pétrole, d'autre part, l'augmentation des matières premières alimentaires, pourrait-on dire, et agricoles. On va dire qu'ils sont 2 facteurs d'inflation distincts, mais 2 facteurs d'inflation forts associés à la crise ukrainienne, à la guerre en Ukraine et aux conséquences sur le reste du monde. Premier élément par rapport à cette inflation, et que l'on doit bien avoir à l'esprit, c'est la situation dans laquelle se trouve l'économie mondiale et dans laquelle elle se trouvait au mois de février 2022, quand la crise ukrainienne a commencé.
nous sommes dans des circonstances qui sont favorables à l'inflation. Alors, nous le sommes parce que nous sortons d'un double épisode extraordinaire qu'on n'a quasiment jamais vu dans l'histoire économique mondiale, y compris lorsque l'on remonte loin dans le temps. C'est l'épisode du Covid, donc du confinement, donc d'une récession mondiale extrêmement forte sur l'année 2020, la plus forte qu'on ait jamais connue, on va dire, en période de paix, et concernant l'ensemble des économies mondiales, même si la Chine a échappé de peu à la récession, elle a néanmoins connu une chute de croissance extrêmement forte sur 2020. Puis, sur l'année 2021, une reprise extrêmement forte, là aussi, comme on n'a jamais connu à l'échelle mondiale, pour l'ensemble des pays du monde, les deux phénomènes se conjuguant pour un dérèglement de l'économie mondiale, un dérèglement favorable à l'inflation. D'autant plus favorable que pendant la période de confinement, les grands États occidentaux notamment, la France par exemple, mais pas uniquement, tous les grands États occidentaux ont répondu à l'arrêt de l'économie et à l'arrêt des flux financiers, des flux économiques, par une création monétaire, par une création de dette, une injection de liquidité, on va dire sans limite. La formule française était de dire quoi qu'il coûte. Quand on est en train de regarder, ça coûte quoi d'injecter sans limite de la liquidité, hein, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire quel est le coût? Le coût, c'est le risque de perte de confiance dans la monnaie, c'est-à-dire évidemment une injection monétaire que tous les agents économiques peuvent comprendre comme étant une injection monétaire susceptible de déclencher l'inflation. Lorsque vous êtes en récession et que l'épargne, par exemple, si on prend l'exemple de France, l'épargne des Français augmente de façon considérable de près de 200 milliards alors que l'économie est arrêtée et qu'une grande majorité de Français a cessé de travailler, c'est-à-dire de produire de la richesse, nous sommes bien dans une circonstance complètement anormale. Lorsque les taux de faillite s'effondrent, c'est-à-dire la liquidité injectée permet à toutes les entreprises d'être maintenues en vie, même lorsque leur activité s'arrête et que les flux s'arrêtent, il y a quelque chose d'anormal. Lorsque la trésorerie des entreprises, y compris des PME, est absolument immense dans la période qui suit le confinement, et même dans la période encore actuelle, cela signifie, alors que nous sommes dans des circonstances où nous devrions être exactement à l'opposé, cela signifie qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors évidemment, cette anormalité, c'est la gestion par les grands États de la crise, on va dire, provenant de la crise pandémique, de la crise sanitaire, en injectant cette liquidité, en permettant d'avoir une sorte de fonctionnement artificiel. Mais ce que nous avons aussi, c'est ce constat que fait, on va dire, tout acteur économique d'un excès de liquidité, d'une liquidité anormale, associée à une situation économique anormale. La liquidité anormale, le fait d'avoir trop de monnaie par rapport au PIB, est typiquement ce qui, normalement, doit provoquer de l'inflation. Je dirais, nous allons au-delà de cette situation pandémique, nous devons ajouter ce qui se passait avant la pandémie. C'est-à-dire, dès la fin d'année 2019, par exemple, la Banque mondiale alertait, d'ailleurs, je dirais, l'ensemble des grandes institutions monétaires depuis de nombreuses années, sur le fait que nous sommes dans une situation de dette excessive sur l'ensemble du système financier, de liquidité excessive, donc elle-même issue de la crise 2008-2009. On a injecté, on a eu, on va dire, des actions considérées comme non conventionnelles des grandes banques centrales visant à injecter de la liquidité pour essayer de susciter un redémarrage de croissance pérenne. Mais si on va plus loin, on va dire que la crise 2008-2009 était elle-même la conséquence d'une surliquidité dans le système par rapport à la création de richesses réelles, par rapport au PIB. Tout cet ensemble est un facteur qui, normalement, doit créer de l'inflation. Pourquoi nous n'avions pas de l'inflation en 2019 ? Pourquoi, pendant la crise pandémique, nous n'avons pas de redémarrage d'inflation ? Parce que les autorités monétaires vont d'abord essayer de limiter ce facteur favorable à l'inflation en, on va dire, cherchant à l'étouffer dans l'œuf. Comment ? En baissant artificiellement les taux d'intérêt, avec des taux d'intérêt qui sont très très faibles, voire en situation négative. Cela signifie que le coût de l'investissement est quasi nul, voire même parfois négatif, ce qui est presque un comble, hein, c'est-à-dire que l'investissement, même en ne rapportant rien, rapporte par le seul fait qu'il a permis de s'endetter et donc d'avoir du taux d'intérêt négatif. Donc cet élément-là a incontestablement tiré les prix vers le bas, hein, et donc effectivement empêché une reprise inflationniste.
Et peut-être on peut l'évoquer, le fait que nous n'ayons pas eu d'inflation entre, on va dire, 2012-2013 et, je dirais, 2018-2019, a été associé également à un autre facteur qui n'est pas monétaire, celui-là, qui est à proprement parler technique, c'est la baisse des coûts de l'énergie. Le gaz et le pétrole de schiste ont eu à partir de 2012 et 2013 des conséquences extrêmement fortes sur le marché de l'énergie mondiale. Le prix de l'énergie s'est effondré, d'abord au niveau du gaz, puis au niveau du pétrole, et a permis en quelque sorte les conditions d'une reprise et d'un redémarrage extraordinaire, c'est-à-dire un démarrage avec en même temps des taux très très faibles, à zéro voire négatifs, et des prix de l'énergie très très faibles. Donc ces deux facteurs ont joué pour empêcher un démarrage d'inflation qui aurait pu sembler logique étant donné l'importance de la dette mondiale par rapport au PIB. Pour rappel, la Banque mondiale réunit les grands argentiers à la fin de l'année 2019, juste avant que ne commence la pandémie, et parle de la dette comme étant une vague dangereuse. La dette mondiale est estimée à l'époque à 250 000 milliards de dollars pour un PIB mondial aux alentours de 92 000 milliards. C'est ce rapport entre les deux, c'est d'ailleurs toujours le rapport que l'on fait entre la dette et le PIB, qui nous montre que nous sommes là dans des proportions qui sont des proportions bien trop fortes. On va dire la crise sanitaire va conduire à créer 30 000 milliards de plus de dette, c'est-à-dire arriver quasiment à 300 000 milliards pour un PIB qui sera aux alentours de 93-94 000 milliards, c'est-à-dire un décalage encore plus fort. On va dire qu'on est dans un terrain extrêmement favorable à l'inflation que jusque-là on avait jugulé par la double action taux très bas et énergie très basse. Lorsque nous avons le redémarrage post-pandémie, on voit qu'évidemment, les mécanismes qui normalement empêchaient l'inflation vont se retrouver mis à mal, en particulier le mécanisme de l'énergie, du fait d'un certain nombre de pénuries par cette accélération très brutale de la croissance, encore plus forte que prévu par rapport à ce que nous pouvions considérer comme situation un peu extraordinaire post-récession pandémique. L'accélération de la croissance va créer des tensions sur tous les marchés, et en particulier évidemment sur le marché de l'énergie. On se retrouve alors avec une inflation qui redémarre au niveau mondial, on va dire entraînée par l'énergie. C'est la raison pour laquelle au départ les banques centrales vont dire c'est une inflation transitoire, c'est une inflation qui est juste liée à cette sorte de flambée des prix parce que nous avons une croissance très très élevée. Malheureusement, on constate très vite que le problème de pénurie est un problème très large associé au retour de croissance, pas uniquement sur l'énergie, mais aussi sur les semi-conducteurs, par exemple, sur un certain nombre de produits, dont déjà les produits agricoles, là, on va dire, non pas associés à la question de la pandémie, mais associés à des mauvais récoltes, et là, on va dire qu'on a des facteurs externes négatifs qui vont jouer, et puis associés aussi très rapidement à un élément beaucoup plus compliqué à gérer, qui va être la pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, qui, on va dire, vient à la suite de toutes les autres, assez logiquement, quand vous avez une croissance mondiale qui va être aux alentours de 7%, 7,5%, voire même 8%, 9, 10, 11, 12, 20% dans certaines zones, très vite, la pénurie concerne tous les éléments dont vous avez besoin dans l'économie, y compris la pénurie de main-d'œuvre, y compris la main-d'œuvre. Donc, on se retrouve avec une situation où la main-d'œuvre devient rare, et la main-d'œuvre commence à alimenter elle-même un facteur inflationniste. C'est la raison pour laquelle, avant le déclenchement de la guerre, les grandes banques centrales, en particulier la banque américaine, commencent à considérer que nous ne sommes pas nécessairement dans une inflation transitoire, ou en tout cas de courte durée, parce que l'inflation commence à être alimentée par une augmentation des salaires. Et là, évidemment, l'augmentation des salaires, c'est ce qui nous fait rentrer dans une spirale inflationniste, dans une inflation incrémentale, un peu comme l'énergie, évidemment, l'augmentation des prix de l'énergie se répercute sur toutes les activités, pratiquement sans exception. L'augmentation des salaires, elle nourrit l'inflation puisque tous les coûts augmentent, tous les prix augmentent du fait de l'augmentation des coûts et les consommateurs constatant l'augmentation des prix demandent une augmentation de leur salaire qui elle-même provoque une augmentation des coûts et ainsi de suite. C'est là qu'on rentre dans la spirale et qu'à ce moment-là, on n'est plus juste dans un passage qui serait un passage conjoncturel. Les autorités politiques, au milieu de l'année 2021, essayaient toutes d'accréditer
l'inflation transitoire, l'inflation juste conjoncturelle alimentée uniquement par la pénurie de matières premières ou la pénurie d'énergie, ne se traduisant pas encore par des augmentations de salaire. D'ailleurs, une réponse pour essayer de rester dans cette situation avait été de proposer des primes. Les primes qui peuvent être proposées, par exemple des primes d'augmentation des prix de l'énergie, c'est exactement l'idée d'une approche ponctuelle. On augmente un tout petit peu le revenu à un moment donné pour faire face à l'inflation, mais on aura la possibilité, dès lors que les prix rebaisseraient, de supprimer, je dirais, cette augmentation de revenus pour ne pas rentrer dans l'inflation incrémentale. Malheureusement, dès la fin de l'année, nous sommes vraiment dans une situation de plus en plus, les questions de pénurie font augmenter les prix et conduisent à des augmentations de salaire. Aux États-Unis, à la fin de l'année 2021, on est avec des inflations, des taux d'inflation qui commencent à tutoyer les 10%, donc qui sont absolument considérables, et qui signifient évidemment qu'on commence à rentrer dans l'inflation incrémentale. Vous voyez, j'ai presque fait un lapsus. À ce moment-là, ça veut dire évidemment que qu'est-ce que vont devoir faire les banques centrales, ce qu'elles redoutent par-dessus tout, parce que là, on va avoir des effets sur l'industrie financière qui peuvent être assez lourds, c'est le fait d'être obligé de suivre l'inflation par une augmentation des taux. Donc, renforcer le coût de la dette, augmenter le coût de la dette pour les pays, pour les acteurs, pour les entreprises les plus endettés, rendre ces pays encore plus fragiles et commencer à avoir un risque alors d'avoir un frein de croissance élevé parce que les taux élevés découragent l'investissement, mais en plus, les taux élevés peuvent fragiliser un certain nombre d'acteurs économiques, commencer à entraîner des difficultés et donc Donc, c'est le panorama qui est celui que l'on connaît à la fin de l'année 2021, c'est-à-dire la crainte de plus en plus d'avoir, lorsque la croissance post-relance Covid commencera à s'estomper, que l'on soit dans une situation de croissance de plus en plus faible et d'inflation que l'on n'arrive plus à empêcher de monter. L'inflation elle-même générant une perte de confiance et donc une baisse d'investissement et donc une baisse de croissance accélérée. C'est là qu'on commence à évoquer le terme de stagflation, donc qui rappelle les années 70 du XXe siècle, donc période pendant lesquelles on n'a pas de croissance, de l'inflation et de l'inflation qui oblige à la montée des salaires, qui elle-même nourrit, on va dire, une perte de confiance dans le système économique. Donc nous sommes dans cette situation lorsque la guerre se déclenche et lorsque la guerre va à nouveau relancer une perspective d'inflation encore plus forte par l'énergie et, répétons-le, par les risques de pénurie en matières premières agricoles. Donc là, nous sommes maintenant après quasiment 3 mois de guerre, pas tout à fait, mais enfin on va dire 2 mois et demi de guerre, avec une situation de tension de plus en plus forte sur l'énergie, de tensions structurelles et de tensions politiques, c'est-à-dire un certain nombre de pays qui disent donc qui créent des tensions qui vont être de plus en plus fortes au moment de la consommation forte de gaz, c'est-à-dire pendant l'hiver qui vient, de tensions sur l'ensemble élément arc énergétique, on va dire, puisque la tension sur le gaz et le pétrole se traduit immédiatement par une tension sur l'électricité. Donc nous sommes dans cette situation de tension extrêmement forte qui augmente avec la guerre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on voit, et on commence à voir apparaître, des tensions sur les taux que ne gèrent pas nécessairement les banques centrales. C'est-à-dire que l'inflation devenant de plus en plus importante, le marché des taux, naturellement, commence à répercuter cette situation inflationniste avec des augmentations de taux incontrôlées par les banques centrales. La Banque centrale américaine a de toute façon commencé à communiquer sur des augmentations de taux de plus en plus importantes au cours de l'année qui vient, et peut-être même au-delà. La Banque centrale européenne, jusque-là, a essayé de résister à cette pression, mais constate bien une augmentation des taux, en particulier des taux auxquels se financent les meilleurs États. Je pense par exemple à l'Allemagne, on pense bien sûr à la France, dans les repasses positifs, alors qu'il était négatif, toujours sous la pression des banques centrales. C'est-à-dire, en quelque sorte, le système d'inflation fait échapper aux autorités monétaires le contrôle qu'elles pouvaient avoir par, je dirais, le contrôle des taux d'intérêt. Alors, bien sûr, là, lorsque nous rentrons dans cette situation, on doit bien intégrer que cela signifie pour l'industrie financière un certain nombre de dangers. Les dangers, c'est quoi? C'est d'abord, bien sûr, le fait que tous ceux qui ont
qui ont prêté à des taux très faibles peuvent se retrouver, notamment lorsqu'ils ont des prêts à long terme avec des taux faibles, en situation de perte, en tout cas de décote, puisque l'inflation fait dévaluer la monnaie. Les paiements d'intérêt et les remboursements qu'ils obtiennent, c'est une monnaie dévaluée avec des taux d'intérêt très faibles. Et donc là, évidemment, on se retrouve avec une perte financière qui peut apparaître très très vite à l'intérieur des banques fortement prêteuses. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on voit que tout de suite les marchés corrigent les valeurs bancaires lorsque on se rend compte que nous sommes dans une situation d'inflation et que les taux d'intérêt commencent à monter. Ensuite, nous avons, je dirais, un deuxième type de risque qui va apparaître, qui va être le risque de perte des valeurs des autres actifs, en particulier des actifs réels, immobiliers, qui se retrouvent dans des situations de plus en plus où la baisse, on va dire, de la capacité d'emprunt et l'augmentation du coût de l'emprunt fait baisser là aussi les prix. C'est bien la situation dans laquelle nous nous trouvons, avec des expositions aux pertes relativement fortes associées à l'inflation et associées à l'augmentation des taux. Et puis, bien sûr, tout l'ensemble de l'industrie financière qui avait été se retrouve également mise en difficulté. En particulier, le fait que beaucoup de liquidités aujourd'hui soient associées aux approches indicielles, c'est-à-dire à des perspectives de montée des taux du fait de liquidité, peut d'un seul coup se retrouver mise en question. Or, aujourd'hui, les marchés financiers sont dominés par des acteurs utilisant les approches indicielles. Donc, on peut se retrouver très rapidement avec des difficultés en cascade auxquelles s'ajoutent évidemment les difficultés des emprunteurs, au premier rang desquels se trouvent les États. Les États, donc très forts bénéficiaires des taux bas, très forts bénéficiaires de l'afflux de liquidités, peuvent se retrouver très rapidement dans des difficultés chroniques, dans des difficultés structurelles. Donc là, nous sommes effectivement dans cette situation lorsque la guerre se prolonge, lorsque la tension inflationniste se prolonge et lorsque la remontée des taux arrive, dans laquelle on se dit comment cela va se passer et comment, du point de vue financier, aurons-nous un certain nombre de conséquences. En allant très vite, puisque le temps là qui m'est imparti va très très vite disparaître, je pense qu'il faudra qu'on propose un autre rendez-vous pour peut-être creuser et approfondir ces notions-là. On va dire que vous avez plusieurs approches. La première approche, qui est celle que l'on voit très bien du point de vue financier mondial, c'est la recherche de refuge. Donc, les valeurs refuges, dans des périodes d'incertitude très forte, d'inflation, de remontée des taux, sont toujours les éléments primordiaux auxquels on pense. Bien sûr, au premier rang, nous avons l'or. Nous avons bien sûr aussi éventuellement ce qui peut sembler comme étant finalement un refuge, même avec, on va dire, une perte de valeur éventuelle, qui sont les emprunts d'État des États les plus riches. Et on a bien, on va dire, cette logique de refuge éventuellement sur l'emprunt d'État dollar, alors qu'il fait baisser temporairement, qui n'est pas bon signe, parce que ça signifie qu'on peut avoir une fuite des capitaux vers des sortes de valeurs refuges et avec de fait alors évidemment des déséquilibres qui peuvent se créer. Bien sûr la pierre, et donc là un élément paradoxal sur les marchés immobiliers dans lesquels on a une baisse provenant du fait que les acteurs empruntants disparaissent du marché, que les acteurs surliquides, ayant beaucoup de liquidités, viennent sur ces marchés en valeur refuge. Donc on peut avoir deux phénomènes là qui peuvent se croiser et donc qui peuvent faire que pendant un certain temps, on n'est pas très sûr des tendances, même si structurellement, lorsque les taux montent, logiquement, le marché immobilier très animé par le marché de la dette doit logiquement pâtir de l'augmentation des taux. Mais quand on a une surliquidité, on peut avoir les terres agricoles. Donc, on peut avoir aussi la montée des terres agricoles, d'autant plus qu'on le disait tout à l'heure, on a des prix agricoles qui augmentent par eux-mêmes du fait de mauvaises conditions de récolte. Donc, on a tous ces facteurs qui peuvent jouer dans une recherche de refuge. Deuxième type de refuge, ce sont des valeurs dans lesquelles on a une possibilité de répercuter au plus vite l'inflation. C'est la raison pour laquelle, évidemment, les valeurs énergétiques intéressent beaucoup, qui poussent l'inflation actuellement, donc ce sont elles qui doivent bénéficier. On voit très très bien que les capitaux font le pari que ces types de valeurs sont les valeurs qui vont profiter le plus de l'élément inflationniste. Donc on a ce facteur-là, ce deuxième facteur éventuellement, mais qui est compliqué, puisque par rapport à ce que nous évoquions, on peut dire que bien sûr, l'énergie au départ peut profiter de l'inflation, mais risque de moins en profiter ensuite.
Alors peut-être pour aller très vite et pour évoquer ce qui peut, je dirais, devenir quelque chose d'important et d'intéressant, qui nous permettrait de sortir de cette crise par le haut, euh, euh, peut se trouver alors l'élément qui, par excellence, quand on est dans une perte de représentation monétaire, de réflexe monétaire, peut être primordial. C'est-à-dire ce qui n'est pas monétaire, ce qui permet d'anticiper une création de richesse alors que du point de vue monétaire, on a du mal à la calculer. C'est ce que l'on appelle en réalité aujourd'hui, actuellement, la finance d'impact. La finance d'impact est complètement associée évidemment au changement de modèle économique associé au dérèglement climatique. La finance d'impact était en fort développement avant les événements que nous évoquions. Elle peut être la grande gagnante de ce qui est en train de se proposer. La finance d'impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'investis pas nécessairement dans une rentabilité monétaire, mais j'investis dans une rentabilité d'impact, c'est-à-dire la rentabilité d'un actif incorporel, je dirais, que peut représenter l'investissement, dont je peux supposer que cet actif incorporel sera le vecteur d'une création de valeur ultérieure. Typiquement, ce dont j'ai besoin pour cette finance d'impact, c'est une certitude sur l'impact en question, une certitude qui va être donnée par des labellisations, par des notations qui vont permettre à ce moment-là d'accompagner la valeur. Si vous me permettez d'utiliser un exemple récent français de ce point de vue, on a eu un scandale sur les maisons de retraite Orpea, donc associé au fait que ces maisons de retraite, beaucoup trop focalisées sur une rentabilité financière immédiate, avaient utilisé des méthodes de management qu'on a considérées comme inhumaines, scandaleuses. Et je dirais dont un certain nombre de scandales ont démontré qu'il y avait un énorme problème. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces maisons de retraite et ces groupes de maisons de retraite cotées en bourse? Une énorme décote de valeur. Décote de valeur associée au fait que non pas les bénéfices ont baissé, mais l'élément encore, la façon dont ces maisons de retraite devaient fonctionner, donc quelque chose qui était un impact, a été remis en question. Ces maisons de retraite avaient des informations extra-financières toutes bien notées. Ce qui s'est passé, on a eu une baisse de valeur, évidemment, sur l'actif en tant que tel, mais une remise en cause aussi très, très forte de toutes les agences extra-financières qui avaient donné le maximum de notes aux maisons de retraite en question. On voit très bien là que dans la finance d'impact, on a un effet très fort. La rentabilité monétaire n'est plus prise en compte du tout dans l'effondrement de la valeur parce qu'on considère que l'impact et la représentation de l'impact est primordiale avant tout le reste. L'information extra-financière est en fait le premier vecteur de valeur et que quand il y a une remise en cause de l'information extra-financière, tout le système est remis en question et on va dire les capitaux fuient autant de celui qui voit son impact très très affecté, celui qui l'avait noté. Et donc là, évidemment, on est dans quelque chose d'absolument passionnant, quelque chose qu'à l'Institut de haute finance, nous suivons avec beaucoup d'attention, c'est-à-dire cette sorte de migration de la monnaie vers une représentation incorporelle dans laquelle la notion monétaire n'est plus primordiale, ou en tout cas la notion monétaire du point de vue du compte de résultat n'est plus primordiale. Nous avons une valeur de l'incorporel en tant que telle qui devient l'élément qui explique l'investissement. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on investit dans l'information extra-financière, même si les résultats ne sont pas bons, parce qu'on pense que là, nous sommes bien dans la migration monétaire, la façon dont la monnaie, la dette est aspirée vers cette nouvelle valeur pour en quelque sorte rééquilibrer à long terme le système. On pourrait dire que le marché qui représente le mieux cela, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, traditionnellement, est un marché américain dans lequel on cote des entreprises qui perdent de l'argent, qui du point de vue monétaire ne sembleraient pas être des bonnes affaires, mais qui ont de l'incorporel mesuré par l'impact. J'investis dans Netflix parce que je regarde le nombre de personnes qui s'abonnent à Netflix. Non pas son bénéfice, mais le nombre de personnes abonnées. C'est la raison pour laquelle hier, lorsque Netflix annonce pour la première fois que ce nombre d'abonnés baisse, nous avons un effondrement de la valeur. On n'a pas annoncé une baisse du bénéfice, on a annoncé une baisse de la mesure d'impact. C'est ça la nouvelle façon que nous allons devoir avoir d'intégrer en finance, c'est-à-dire une logique qui est une logique entre guillemets de système intermédiaire où la valeur économique est en train de baisser. Cette migration se traduit par une augmentation de valeur de l'incorporel. C'est là qu'il faut miser, c'est là qu'il faut investir et c'est là probablement qu'on peut espérer avoir le plus de gains à la fin quand on va sortir du tunnel et quand peu à peu cette notion incorporelle va se retraduire à l'intérieur du compte de résultat.
Donc, je crois, vous voyez, en allant très vite, que si on est en train de regarder, je dirais, ce qui se passe du point de vue de la guerre renforce des tendances qui étaient déjà là avant, je dirais, on va dire, les rend encore moins contrôlables, inflation, augmentation des taux et donc dérèglement de la sphère financière, et que ce dérèglement de la sphère financière amène vers ce qui était déjà à l'œuvre, c'est-à-dire une migration de la finance vers quelque chose qui retrouve une rationalité de long terme, qui est en phase avec les attentes, on va dire, de l'ensemble de la population mondiale, et donc dans une logique dans laquelle on pourrait avoir effectivement quelque chose de très, très intéressant qui se met en place, c'est-à-dire une valorisation de plus en plus de l'incorporel, de l'extra-financier, qui devient de plus en plus le cœur de cible, le cœur de réflexion de tous les groupes financiers, mais aussi de tous les groupes, on va dire, industriels, économiques ou commerciaux, qui justement de plus en plus se rendent compte que c'est là que se trouve la vraie cible de l'investissement. Alors, je suis vraiment confus du fait des problèmes techniques que nous avons eus. Nous n'avons pas le temps de faire la réponse aux questions. Donc, j'avais vu pas mal de problématiques autour de à qui profite la crise ukrainienne, etc. Donc, c'est très clair, à personne. On est dans un dérèglement global qui est au sens mondial pour tout le monde. Il n'y aura pas de profiteurs, même si vous pouvez avoir le sentiment de temps en temps qu'il peut y en avoir quelques-uns. En revanche, si on regarde à qui peut profiter ce dérèglement ancien, amplifié par Covid, accéléré par la crise ukrainienne, c'est très clair. C'est une migration de la valeur vers de nouvelles valeurs économiques qui sont justifiées, qui sont déjà des éléments qui étaient sous-jacents et qui sont associés de façon très très forte à ce nouveau modèle économique qui est en train de se mettre en place du fait du dérèglement climatique et sur lequel nous savons que le sablier joue et nous oblige à aller de plus en plus vite. On va dire que de ce point de vue, c'est pour cela que les dérèglements économiques que nous vivons sont probablement des éléments qui, quand on aura le recul historique, peuvent être considérés comme étant des dérèglements accélérant un processus qui, à la fin, pourrait être bénéfique. Nous, financiers, il est clair que nous devons absolument observer ça avec grande attention. Nous devons être au cœur de cela, parce que si nous n'y sommes pas, alors là, pour le coup, on va perdre beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, l'Institut de haute finance, dans ses programmes, on va dire, est focalisé complètement sur ces approches-là, sur ces éléments-là. Je n'ai pas le temps de vous parler des crypto-monnaies, je n'ai pas le temps de vous parler de blockchain, je n'ai pas le temps de vous parler de tout ce que ça signifie en termes de suite et de compréhension de tous ces événements qui aujourd'hui sont en train d'arriver dans la sphère financière. Je pense, cher Jean, que ce sera nécessaire de faire probablement une autre conférence. Absolument, absolument, Philippe. On va reprogrammer une nouvelle conférence à cause des problèmes techniques que nous avons eus au début. Vous exposer et peut-être de vous préciser les éléments sur lesquels vous vous posez des questions. J'en ai vu beaucoup passer, tout à fait passionnantes. Je suis absolument confus de devoir vous quitter rapidement. Merci Philippe, merci pour cette intervention. On va reprogrammer une conférence sur la même thématique pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions de la part de tous nos participants internautes. Il y avait des questions notamment qui ont trait sur l'Afrique, l'impact sur l'économie africaine avec des éventuelles opportunités, des questions sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin qui pouvait éventuellement être une valeur refuge. Enfin, il y a un certain nombre de questions et effectivement, on va reprogrammer, vous serez, là je tiens à dire à tous nos amis internautes, prévenus assez rapidement d'une nouvelle conférence avec Philippe de Sertine, en espérant moins de problèmes techniques, bien sûr. Et cette fois-ci, la connexion se fera bien. Voilà. Vraiment, avec toutes nos excuses. Et en tout cas, répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées, parce qu'il y a eu énormément de questions, Philippe. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de vous être connectés et merci beaucoup de votre compréhension par rapport à cette attente beaucoup, beaucoup trop longue. Oui. Oui, tout à fait, de cette patience. Également très, très, très longue. Voilà. Merci Philippe, on reste en contact pour programmer une deuxième conférence sur le sujet. Avec grand plaisir. Pour répondre à l'ensemble des questions très rapidement, très rapidement. Avec grand plaisir. Merci Philippe, je vous libère. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Philippe, au revoir.